Le sel et le soufre, Deep Blues, Manfred Spain, Sapiens de Yuval Noah Harari, Le cœur des enfants léopards, Le voluptueux inquiet. Je range mon bureau numéro 47, ici à Agetmo. Et il y a plusieurs livres dont je veux parler, et je vais tenter d'en parler brièvement pour essayer de revenir un peu sur le principe d'origine de la série, c'est-à-dire se débarrasser en quelque sorte des livres, en marquant en quelque sorte seulement le territoire, en créant une archive vidéo, une archive non écrite de ce que j'ai lu, et de ce que j'ai lu ces dernières semaines, c'était la lecture de vacances. Et c'est notamment, depuis le temps que j'avais envie d'y jeter un œil, et plus que d'y jeter un œil, Sapiens de Yuval Noah Harari, dont on a beaucoup parlé. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter ce livre de vulgarisation sur l'origine de notre espèce, et Sapiens, une brève histoire de l'humanité, que j'ai lu en français, bien que l'édition originale écrite en hébreu ait été traduite, ou plus exactement co-traduite par l'auteur lui-même en anglais, donc on aurait peut-être mieux fait de le lire en anglais, d'autant qu'il y a un certain nombre d'erreurs de traduction ou d'approximation de traduction. Il y a vraiment des choses assez mauvaises. Il y a quelques semaines, quand je le lisais, j'en ai parlé sur Facebook d'ailleurs, et c'est étonnant qu'à ce niveau-là, on parle quand même d'un best-seller international, et au moment où Albin Michel a acheté les droits de ce livre de Yuval Noah Harari, Albin Michel savait déjà que c'était un livre qui allait être lu, acheté, etc. par des dizaines de milliers de personnes, je pense, qui était une référence. On l'a vu même sur les étals pendant des mois et des mois, sur les étals des points relais dans les gares. Enfin, c'est vraiment un gros best-seller. Et malgré tout, visiblement, non seulement il y a un traducteur qui s'appelle Pierre-Emmanuel Doza, qui n'a pas bien fait son travail, il y a plein d'erreurs, mais en plus il n'y a pas de relecture particulière ou de regard critique porté sur cette édition. Donc voilà, ça c'est le premier regard, on va dire un peu professionnel que j'ai eu sur ce livre-là, très agacé par les erreurs de traduction. Après ça, c'est quand même un livre très intéressant, ça reste totalement lisible, il n'y a pas des erreurs de traduction 10 fois par page non plus, il ne faut pas exagérer, ça reste lisible. Et c'est un livre qui est très intéressant par plein de côtés. J'ai appris beaucoup de choses. L'impression un petit peu mitigée, on va dire, que j'ai eue, et je ne prétends même pas faire un compte-rendu de Sapiens. Vous trouverez des dizaines et des dizaines, je suppose, de vidéos, de recensions sur le web ou dans la presse traditionnelle qui vous donneront un meilleur aperçu de ce dont il retourne que ce que je vais en dire moi. Mais je donne mon impression un peu plus subjective de lecteur, c'est que ces 20 chapitres en 4 parties, la révolution cognitive, la révolution agricole, l'unification de l'humanité, la révolution scientifique, ces 20 chapitres sont comme des sortes de cours de culture générale, comme une sorte de séminaire en 20 parties, comme si finalement Yuval Noah Harari avait fait un livre à partir d'un séminaire de culture générale dans lequel il parle de beaucoup de choses, et souvent quand même avec des survols qui sont parfois agaçants, d'autant qu'il y a très peu de références, de notes de bas de page, et donc on ne sait pas toujours à quoi se référer, ni d'où Yuval Noah Harari tire ses informations. Donc c'est très bien, c'est très intéressant, ça se lit, je pense aussi, on peut le lire, ce n'est pas comme ça que je l'ai lu, mais je pense qu'on peut le lire aussi, comme je viens de le dire, comme une sorte de cours en 20 parties, lire les chapitres de façon isolée. Ce n'est pas comme ça que je l'ai lu. Mais il y a vraiment beaucoup de... Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a une volonté un petit peu systématique, je trouve, de prendre à revers les assumptions, les évidences. Il y a une volonté un petit peu d'aller systématiquement à l'encontre de ça, donc de démonter les idées reçues. Et parfois, ça semble être presque un tic, non pas d'écriture, mais un tic de présentation ou un tic de démonstration argumentatif. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi... ça mériterait, on va dire, des approfondissements que je n'ai pas le temps de faire. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans le trajet cognitif, dans le trajet historique de notre espèce, Harari propose un très grand nombre de pistes tout à fait stimulantes au demeurant. Voilà, donc je suis très content d'avoir enfin lu ce livre, je suis très content d'avoir déjà pu en parler avec mon fils aîné, je sais que j'en parlerai avec d'autres personnes prochainement, et donc voilà, je suis voilà, content de pouvoir partager. Donc si vous avez lu ce livre,
on peut échanger aussi. Je ne suis délibérément pas du tout rentré dans le détail, parce que 1, je n'en ai pas entièrement la capacité, 2, je n'ai pas pris du tout de notes, j'ai corné un certain nombre de pages, mais voilà, n'hésitons pas à en parler. Sapiens, celui-là, je pense que pour le coup, il m'arrive dans mes vidéos de parler de livres relativement confidentiels, parce que celui-là, vous n'aviez pas besoin de moi pour en entendre parler. On continue avec le dernier livre que j'ai lu, je l'ai même fini ce matin, 16 août, Manfred Spain, de Robert McLean Wilson. Et Robert McLean Wilson, j'avais lu Eureka Street il y a un an et demi à peu près, je l'avais recensé d'ailleurs dans une vidéo de Je range mon bureau, et j'étais pas réellement en manque de lecture, mais pas loin, on va dire, chez mes parents cette semaine, et donc j'ai emprunté ce livre à ma mère. C'est le deuxième roman de Robert McLean Wilson, Eureka Street étant le troisième. Donc je suis en train un petit peu de lire les premiers livres de Robert McLean Wilson à rebours. Il me restera à lire Ripley Bogle, qui est le premier, et j'aurai achevé en quelque sorte cet itinéraire à rebours. J'ai beaucoup aimé Manfred Spain. C'est un roman dont la structure est relativement simple, pour ne pas dire simpliste, une alternance de chapitres qui raconte les derniers jours d'un homme, le protagoniste Manfred, un vieux juif de Londres, qui a décidé de se laisser mourir, qui après avoir découvert qu'il ressentait une douleur à l'abdomen, on va dire, décide finalement de ne pas se faire soigner et de mourir de cette douleur, Manfred Spain. Et donc, la moitié des chapitres racontent ces derniers jours, racontent les derniers jours de ce vieil homme, et la moitié des chapitres, par alternance, constitue une sorte d'analepse dans son passé, de son enfance, à sa rupture avec sa femme et aux premières années de sa séparation avec sa femme. Et du coup, la pain, la douleur, l'affliction du titre, ça n'est pas seulement cette douleur qui va le tuer, mais c'est évidemment la douleur qu'il porte avec lui de ce qu'il a pu faire. Et c'est évidemment un des aspects très dérangeants et très forts du livre, outre l'écriture, sur laquelle je reviendrai, c'est qu'il s'agit d'un protagoniste éminemment, comment dire, défectueux. Voilà, on n'est pas appelé par Robert McLean Wilson à s'identifier à un personnage positif ou un personnage attachant. Il est attachant de par son humanité, mais au fur et à mesure du roman, on découvre un certain nombre d'aspects franchement pas ragoûtants de son existence, et notamment, c'est bien sûr là-dessus que les derniers chapitres se finissent, le fait que si sa femme, qu'il adorait pourtant apparemment, l'a quitté, c'est parce qu'il s'était mis à la battre, et à la battre sans totalement comprendre pourquoi, mais à la battre vraiment très fort. Alors c'est vrai que c'est un livre qui résonne particulièrement fort en ce moment, et depuis quelques années, avec enfin une médiatisation accrue de la question des violences conjugales et des féminicides. Je ne suis pas entièrement sûr d'ailleurs que les militants et les militantes anti-violence conjugale trouveraient totalement leur compte dans ce personnage, parce qu'on pourrait certainement reprocher à Robert McLean Wilson de présenter avec trop d'empathie la souffrance, en fait, de l'époux, donc de celui qui bat sa femme, et du coup de sous-estimer la souffrance, pour le coup totalement réelle, de celle qui subit les violences. Mais c'est un livre qui est, de par cette ambivalence même, extrêmement fort, parce qu'il représente la souffrance de cette épouse de manière indirecte, en montrant comment quelqu'un d'apparemment complètement banal, un homme totalement ordinaire, qui prétend aimer son épouse, finit par être à deux doigts de la tuer. Donc il y a aussi tout cet aspect-là. Donc, j'ai bien aimé ce livre, j'ai moins aimé que Eureka Street, qui m'a paru beaucoup plus accompli, beaucoup plus fort, beaucoup plus, comment dire, provocateur aussi. Manfred Spain est un petit peu plus classique, y compris dans la structure, y compris dans le récit, y compris dans les thèmes. Il y a tout un pan du livre qui porte sur l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et là encore, McLean Wilson est assez malin parce qu'il attaque ça depuis plusieurs angles. L'histoire que l'épouse ne raconte jamais, ou qu'elle ne raconte qu'une seule fois, puisque c'est une rescapée de Birkenau, la manière dont son époux lui-même, qui a fait la guerre et qui a été le témoin et même le perpétrateur d'un très grand nombre d'atrocités en Afrique et en Italie, parle, ou comment dire, témoigne de cette extermination des Juifs aussi. Puis il y a un autre personnage qui n'est pas juif et qui finit par s'identifier, qui est une sorte de gigantesque escroc, qui finit par s'identifier tellement à
à ce qu'a vécu le peuple juif qu'il se prétend lui-même juif. Et donc il y a aussi cet aspect-là. Donc là encore, c'est un petit peu convenu, mais Robert McLean Wilson est quand même très malin parce qu'il réussit à échapper à ce qui est le plus conventionnel ou le plus conformiste dans le traitement de ce sujet-là aussi. Je ne veux pas parler de ce livre sans parler de l'écriture. C'est l'écriture de McLean Wilson qui me plaît énormément et je vais vous lire un extrait, le début du chapitre 9. Dawn. London was rufous and deplorable. The sun rubbed the streets into the warmthless tinge of shaving rash, and Manfred's thoughts turned to all the headaches he had ever had. Dawn. The street was bedraggled and lugubrious. London seemed sorry, but without good excuse. Manfred's spirits slumped in the typical meagerness of this London dawn. After such a bad night, he had looked to first light with sleepless optimism. He had hoped that it would ease that pain, that it would forgive that sin. But day didn't wash those stains. For the all-night sufferer, dawn is always a disappointment. This dawn was typical. Across the street, Manfred noticed a familiar figure. It was the young whore he had dealt with after Webb's argument of the other morning. The girl who had returned his money. She must have been one of the regulars on this trip. She obviously now considered a night's business done with and had donned a pair of spectacles. Manfred smiled sadly at this small inaptitude. It changed the girl's entire figure. The spectacles lent her an air of weakness. He was annoyed to feel a definite launch of sexual interest. She should have tried wearing them while she worked. Patently, some men might like a whore who wore glasses, as well as improving her general vision. But perhaps it was just it, why she didn't wear them. Perhaps the local haze of the purblind made her work easier. Ces trois paragraphes sont très très beaux dans la manière aussi dont ils passent de la description de la couleur de la ville à l'aube, de la couleur de la capitale, aux états psychologiques intérieurs ou aux pensées du personnage principal de Manfred, à ce qu'il voit lui-même, qui donc là ouvre sur le troisième paragraphe, qui est la description totalement subjective et totalement partielle et partiale de la jeune prostituée, telle que le vieil homme juif la voit, et c'est évidemment contextualisé pour qui a lu la totalité du roman. Là je vous ai juste coupé un extrait, mais c'est totalement contextualisé par le rôle que joue ce personnage de la jeune prostituée, plutôt dans le roman. Voilà, je poursuis donc, c'est ma deuxième lecture d'un livre de McLean Wilson, et le précédent, j'en avais déjà parlé dans Je range mon bureau. Je poursuis avec le premier livre de Wilfrid Nsondé, je crois qu'on va rien voir du tout, je ne sais pas, à cause du contre-jour, peu importe. Wilfrid Nsondé, Le cœur des enfants léopards, voilà, là on va voir le titre, sur la 4e de couverture. La couverture est trop sombre par rapport à la qualité de mon cadrage. Et Wilfrid Nsondé, Le cœur des enfants léopards, roman qui m'a été offert par ma sœur. Alors je n'ai pas lu le dernier livre de Wilfrid Nsondé, dont il a beaucoup été question et qui a récolté des quantités de prix, un océan, 2 mers, 3 continents. Donc j'étais quand même content du coup de découvrir son premier livre, Ce cœur des enfants léopards, qui est un petit roman d'une centaine de pages, donc publié aux éditions Actes Sud en collection Babel, qui est un livre qui n'est pas mal écrit, qui est assez malin, qui est... Voilà, c'est habile. Je ne trouve pas ça très fort, je ne trouve pas ça particulièrement réussi ou particulièrement beau, mais c'est malin, c'est très bien fait. Ça part d'une situation qui est celle d'un interrogatoire et d'une incarcération d'un jeune noir des quartiers qui se retrouve donc en garde à vue et qui va se dégriser progressivement, et le lecteur avec lui, et c'est là l'habileté narrative, va découvrir que de fait il a commis quelque chose. Alors pendant une grande partie du roman on pense qu'il est totalement innocent, qu'il est une victime totale du système de violence policière et de répression policière. Le lecteur finit par découvrir qu'effectivement il a bel et bien, lors d'une nuit d'ivresse, commis l'irréparable. Et c'est l'habileté narrative qui fait que le roman échappe à une forme de conformisme narratif, mais c'est aussi une des questions qui interroge aussi le lecteur, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans ce roman, finalement, le personnage du jeune noir des banlieues se retrouve casté, en quelque sorte,
dans ce qui est le cliché, c'est-à-dire effectivement le cliché de la drogue et le cliché surtout de la criminalité. Et en creux ou en miroir, le roman finalement donne raison aux policiers qui tabassent ce personnage et qui finissent par lui faire avouer la vérité, lui faire revenir à sa mémoire la vérité, et ils finissent par lui faire avouer qu'effectivement il a tué quelqu'un. Et donc c'est politiquement ou idéologiquement un peu trouble de ce point de vue-là. Mais au moins on ne pourra pas reprocher à Nsondé d'être dans la bien-pensance. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, donc je ne lis pas d'extrait de ce livre, mais je pense que j'aurai l'occasion de lire d'autres livres de Nsondé. Je ne suis qu'à moitié convaincu, c'est bien écrit, c'est bien mené, c'est entraînant, ça se lit agréablement, de ce point de vue-là, c'est pas mal, mais je ne suis pas enthousiasmé non plus. Donc à suivre. Un autre livre publié dans la collection de Babel, encore avec des couvertures trop sombres pour qu'on voit quoi que ce soit, et ce n'est pas moi qui ai lu ce livre, donc il ne devrait même pas être dans la pile, ou plus exactement il devrait se trouver au début de la pile avec les livres que je n'ai pas lus mais que je range quand même, vous l'avez deviné. Livre, un gros pavé, hein, Wajdi Mouawad, je vais y arriver, Anima, Wajdi Mouawad, qui est un nom, uniquement un nom pour moi. Je sais que c'est un dramaturge, un romancier, je n'en ai jamais lu. Mon épouse a lu donc Anima, récemment, donc elle m'a confié le soin de le ranger sur la pile et d'en parler brièvement. Elle l'a lu en entier, bien qu'elle n'ait pas du tout aimé ce livre. Elle a trouvé que c'était très violent, elle a surtout trouvé que c'était très mal écrit. Le principe narratif de départ et des narrateurs qui ne sont pas des narrateurs humains était très séduisant apparemment, mais c'est, à ce qu'elle m'en a dit, mal écrit, et je dois avouer, pour avoir feuilleté 2-3 pages, que je ne peux que confirmer son diagnostic. C'est complètement conventionnel et c'est complètement bâclé. Bon, voilà, donc du coup j'ai pas envie de le lire et je ne le lirai pas. Je poursuis cette fois-ci avec des livres que j'ai lus. Une des dernières parutions des éditions Louise Bottu, Le voluptueux inquiet, réponse à Épicure, et il s'agit d'un texte de Ménécée. Alors on connaît pas d'ailleurs, hein, si on est un peu versé en philosophie, on connaît. Moi je dois avouer que j'ai dû quand même dérouiller mes souvenirs d'études de philosophie. On connaît la lettre à Ménécée, qui est un des seuls textes qui nous soit parvenu d'Épicure, et qui est une sorte de succédané comme ça de la philosophie épicurienne. C'est un texte qui est beaucoup étudié, qui est beaucoup lu. Et donc cette lettre à Ménécée, dont il est d'ailleurs donné une traduction d'Octave Hamelin révisée par Frédéric Schifter à la fin du livre, cette lettre à Ménécée n'a pas un destinataire peu connu, et surtout on ne connaît pas de réponse de Ménécée. Alors je n'ai pas eu, comment dire, l'occasion de vérifier à 100% ce que je vais affirmer là, donc je le dis avec quand même quelques prudences rhétoriques, mais ce livre se présente comme la traduction de la réponse de Ménécée qui vient d'être trouvée à Ankara, et que Frédéric Schifter, professeur de philosophie et écrivain prolifique, désormais à la retraite, il a longtemps enseigné la philosophie dans le Pays Basque, Frédéric Schifter se présente comme le traducteur d'un manuscrit que l'on a retrouvé tout récemment à Ankara, manuscrit de la réponse de Ménécée à Épicure. Alors ça c'est, jusqu'à présent, je ne fais que dire ce que le livre nous dit et la manière dont le livre se présente. Ce que je vais affirmer sans avoir vérifié si c'était vrai ou pas, c'est qu'il s'agit évidemment d'une supercherie, et d'une supercherie délibérée, c'est-à-dire que Frédéric Schifter, dans une tradition assez classique, se présente comme le traducteur d'un manuscrit trouvé récemment, alors qu'en fait il en est bien entendu l'auteur. Je pense, pour avoir quand même fait quelques recherches et n'avoir trouvé aucune référence à aucun moment à cette découverte du manuscrit d'une lettre de Ménécée, voilà, le fait que je n'ai rien trouvé de rien m'a semblé confirmer le fait que ce voluptueux inquiet était bel et bien une fausse réponse de Ménécée, écrite par un philosophe et écrivain contemporain, Frédéric Schifter. À ce titre-là, c'est quand même tout à fait intéressant. C'est publié aux éditions Louise Bottu dans la collection, il faut que je retrouve comment elle s'appelle, Inactuel Intempestif. Et c'était tout à fait intéressant et, on va dire, stimulant intellectuellement de lire ça.
Voilà, donc je le signale, ça coûte 8 euros. Et toute personne qui s'intéresse à l'épicurisme et à la philosophie y trouvera de quoi faire son miel. Le voluptueux inquiet, présentation et pseudo-traduction, ajouterai-je, de Frédéric Schifter. On poursuit cette vidéo numéro 47 de la série Je range mon bureau et on le poursuit avec un livre dont je n'aurais jamais connu l'existence si je ne m'étais pas mis à fouiner un peu dans ce qu'on appelle les boîtes à livres ou les boîtes à lire. Et vous le verrez peut-être sur ma chaîne vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Boîte à lire, dans laquelle je mets un certain nombre de livres dont on me débarrasse dans un certain nombre de boîtes à lire, pour l'instant des Landes et du Béarn, mais plus tard on va se déplacer en Touraine. Et à cette occasion-là, évidemment, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes à lire. Alors dans les boîtes à lire, en général, il n'y a pas grand-chose qui m'intrigue ou qui m'intéresse, mais là, à Mauléon, j'ai pris Le sel et le soufre d'Anna Langfuss, ou Langfuss, je ne sais pas comment on dit, je n'avais jamais entendu parler d'Anna Langfuss, mais Anna Langfuss, c'est donc une écrivaine et romancière d'origine polonaise et d'expression française, dont c'est ici le premier livre, Le sel et le soufre, qu'elle a écrit et publié quand elle avait 40 ans. Elle a ensuite publié 3 autres livres, le second ayant obtenu le prix Goncourt tout de même. Et je n'avais jamais entendu parler d'Anna Langfuss. Et ce premier roman, Le sel et le soufre, est un roman en très grande partie autobiographique, dans lequel elle raconte, en fait, ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire le quotidien pendant toute la Seconde Guerre mondiale d'une juive polonaise dont la famille a été en grande partie exterminée. Alors, le roman suit de manière linéaire et chronologique les expériences de cette jeune femme, puisqu'elle est mariée au début du roman, elle est très jeune, elle a à peine 20 ans, mais elle est déjà mariée, et donc ça correspond plus ou moins aux éléments de la vie d'Anna Langfuss elle-même. Et je lis la 4e de couverture, hein, ce livre décrit subjectivement un destin particulier mêlé à des événements qui ont concerné des millions d'hommes. Il n'est pas dans les intentions de l'auteur d'en tirer une morale ou une philosophie, au contraire son héroïne vit égoïstement ses malheurs. Et donc le lecteur suit les tribulations de cette jeune femme, tout d'abord à Lublin, puis dans le ghetto de Varsovie, puis clandestinement en dehors du ghetto à Varsovie, puis dans un certain nombre de villages où elle est abritée par des Polonais non-juifs qui exploitent plus ou moins les juifs qu'ils cachent. Donc ça aussi, c'est extrêmement habile parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est de l'ordre de la perception de la jeune femme et ce qui est de l'ordre de la réalité ou de la vérité. Est-ce qu'il s'agit vraiment de Polonais qui prennent d'énormes risques pour cacher des juifs, ou est-ce qu'en même temps, ils en profitent pour s'enrichir aux dépens des juifs qu'ils cachent? On n'a jamais réellement la réponse. Et on sait que historiquement, la situation a été complexe et qu'il y a eu tout un éventail de situations à ce niveau-là. Puis, suite à des actes de résistance, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'Anna Langfuss apparemment a vraiment été résistante, mais dans le roman, sa protagoniste ne l'est quasiment pas. Elle fait juste quelques petites choses, mais... Et à ce titre-là, elle est arrêtée par la Gestapo, comme l'a été Anna Langfuss, et pendant de nombreux mois, elle est incarcérée, torturée dans les geôles de la Gestapo, avant de se retrouver dans un camp de prisonniers, et donc la dernière partie du livre se passe dans le camp de prisonniers jusqu'à la libération. Et le livre s'arrête à la libération au moment où la protagoniste rentre à Lublin dans la maison familiale, et évidemment l'appartement familial est occupé par une famille qui ne veut pas le lui céder, et ça se termine comme ça. Donc voilà, c'est alors évidemment le sujet fait que déjà le livre en soi est prenant, j'allais dire, moi, m'interpeller ou m'intéresser. Il se trouve aussi que c'est écrit avec une justesse et une précision qui sont très très émouvantes. Je vais vous en lire quelques extraits. Je me jette contre la porte et je hurle. La porte s'ouvre. L'Allemand est devant moi, la main levée. Jacques arrête cette main. Il dit « Elle ne criera plus. Ne la battez pas. » L'Allemand nous regarde tous les deux et moi je regarde Jacques. Une seconde peut-être. Une seconde qui se replie sur elle-même et nous isole. Mon cœur ne bat plus. Je suis tranquille comme une morte. Puis de nouveau, je ne sais comment, je me retrouve seul, tandis que des pas s'éloignent dans le couloir pour s'arrêter devant une autre porte qui s'ouvre, se referme. Mon cœur s'est remis à battre, s'essoufflant à remplir la cellule, luttant à coups sourds contre le silence. Le silence, je le vois, comme on voit le vent dans l'herbe d'une prairie.
Ici, il se trouve un corps, les murs, les barreaux du soupirail, le tabouret, signe de sa présence visible, palpable. Et il s'applique à étouffer la petite rumeur de vie que j'apporte. Comme lorsqu'on fait un trou dans une mare gelée, se reforme peu après une mince pellicule de glace qui va s'épaississant. Il resserre son étreinte, paisible, patiemment s'empare de moi. Ça ne fait pas mal, alors on laisse faire, on s'abandonne, on s'absente. Je me rends compte soudain que je marche de long en large faisant claquer mes talons. Ainsi, je me défends avec le bruit de mes pas. Plus rapide que ma volonté, l'instinct me pousse. Et la vie revient. Je la vois, vapeur blanche qui me sort de la bouche, qui tremble dans le silence, avant de s'y perdre, renaît incessamment. Ce paragraphe est très beau et je ne vais pas commenter. Autre passage vers la fin. La gardienne sort, suivie du prêtre. Thérèse ose enfin essuyer le sang de son visage. Elle comprend qu'elle a déjà payé, qu'elle n'a plus rien à redouter pour le moment. Elle reprend son naturel, comme quelqu'un qui remet le matin ses habits de la veille et retrouve ses préoccupations. Tant d'histoires pour une pareille salope. La sœur d'un prêtre, joli prêtre, un froussard, il a refusé sa bénédiction à une condamnée à mort. Et à moi, il vient faire la morale. Je fais mes prières 2 fois par jour, moi. Personne ne lui répond. Je sais que ce n'est pas par indifférence. Elle pense toute à Svoboda, la sœur d'un prêtre, morte juive. Elles gardent le silence parce qu'elles ont peur de Thérèse. Et moi j'ai l'impression d'être hors jeu, d'assister à un spectacle qui ne me passionne pas. Peut-être même que j'en tire un vague plaisir, l'injustice pour l'injustice. Et la journée continue à la prison politique de Plonsk. Une seule journée, comme une seule nuit. L'inconnu auprès de qui je dors n'est pas bavarde, elle tombe tout de suite dans le sommeil. Si elle parle, c'est pour se plaindre de ses jambes. Une nuit cependant, elle me parle de son fils qu'elle a laissé quelque part, qui a osé lever la main sur elle. Même si je dois crever, je ne lui pardonnerai jamais. Puis elle gémit doucement. A-t-elle mal? A-t-elle pitié d'elle-même? Nous sommes l'une contre l'autre, sous l'unique couverture qui ne nous donne aucune chaleur. Voilà, je lirai très probablement, et il faut vraiment que je me procure le 2e roman d'Anna Langfuss, mais voilà, c'est déjà une belle découverte, Le sel et le soufre, le premier roman d'Anna Langfuss, 1960. Et je termine avec un autre livre des éditions Louise Bottu. On continue la chronique des parutions, des nouveautés des éditions Louise Bottu. C'est assez amusant que je procède comme ça, parce que si vous allez sur le site des éditions Louise Bottu, à la rubrique nouveautés, vous verrez que l'éditeur Louise Bottu refuse d'entrer dans le jeu de la promotion des nouveautés. Eh bien, moi, je lis ce qui sort au fur et à mesure, et je dois à la vérité d'ailleurs que ces 2 livres m'ont été envoyés par l'éditeur lui-même, donc je ne les ai pas payés. Voilà, je paie mes dettes et je suis honnête vis-à-vis de cela aussi. Ça, c'est le dernier livre paru aux éditions Louise Bottu, Tulipe Blues d'Emmanuel Pinger. Et Tulipe Blues d'Emmanuel Pinger, son auteur porte un patronyme qui évidemment arrête mon attention. C'est, je crois, un des petits-neveux de Robert Pinger. Et je vais d'ailleurs reparler de ce livre-là, mais dans une autre vidéo, dans le cadre du projet Pinger. Je vais en parler 2 fois. Donc ça vient juste de sortir. Je montre la petite illustration derrière de Xavier Richard, voilà. Et donc Tulipe Blues, qui paraît en l'année du centenaire de la naissance de Robert Pinger, c'est un roman un petit peu farfelu, complètement foutraque, qui se passe dans un futur proche, en 2030, et dans une France parallèle, en quelque sorte, dans laquelle un certain nombre de choses bizarres se sont produites, ou dans laquelle un certain nombre de codes conventionnels se sont substitués à ceux que nous connaissons. Donc on est dans une sorte de fiction parallèle, de roman d'anticipation, mais qui refuse totalement de rentrer dans les codes habituels de l'anticipation. Une histoire tout à fait ordinaire, d'un narrateur protagoniste qui est une sorte de raté, qui travaille pour une entreprise de livraison, et notamment de livraison de tulipes. Apparemment, on fabrique des sortes de tulipes géantes, d'objets d'art un petit peu, tels qu'on le voit ici représenté. Et donc, un samedi matin, il accepte, ou plus exactement, il n'a pas trop le choix, il accepte de livrer
une de ces tulipes avec un de ses acolytes, un des hommes avec qui il travaille régulièrement et qui s'appelle Talmon. Et donc c'est le samedi matin, normalement la livraison doit se terminer le jour même ou le lendemain au plus tard, et finalement, suite à des péripéties sans fin, des arrestations, des pannes, des embûches diverses, l'impossibilité de localiser l'endroit de la livraison, ni même de localiser les acheteurs à qui ils doivent prendre la tulipe, livrer la tulipe, le roman se termine quelques jours plus tard, alors qu'ils n'ont toujours pas réussi à livrer la tulipe. Et donc l'intérêt est ailleurs. L'intérêt, il est sans doute dans la parodie. Il y a une forme de parodie des romans de genre, et notamment dans l'écriture, je pense, bien que je ne sois pas très familier de ça, je pense une parodie des livres de San Antonio, alors que le couple que constitue le narrateur et Talmon, c'est un petit peu comme San Antonio et Bérurier. Et puis, donc il y a cet élément de parodie, et puis il y a un autre élément qui, je pense, est important dans Tulip Blues, c'est le côté textuel. C'est-à-dire, sous cette apparence d'un récit délibérément foutraque, délibérément je m'en foutiste dans son ton, et même parfois dans son écriture, il se joue quelque chose qui n'apparaît pas à première vue, et qui est une question d'expérimentation narrative qui fait qu'un récit, le récit d'un autre personnage, je ne vais pas vous raconter la fin, mais le récit d'un autre personnage, d'une jeune femme, finit par se substituer au récit principal du protagoniste, du livreur. Parmi les indices que l'on aurait pu avoir de cette substitution, il y a la dualité du nom même du personnage. Il s'appelle Pédric, mais tout le monde l'appelle Perdic. Et ça n'est jamais précisé. Je veux dire, ce que je viens de vous dire là, le fait qu'il y ait une méprise sur son nom, n'est jamais précisé. C'est juste un lecteur attentif qui se rend compte que dès qu'il parle de lui-même, il s'appelle Pédric, mais que dès qu'on lui parle, on l'appelle Perdic. Et donc cette dualité, comme ça, presque inaperçue, imperceptible, du personnage, annonce en fait la dualité du texte, qui va se laisser gagner, qui va se laisser phagocyter, qui va se laisser envahir par un autre texte, par une autre histoire, à partir tout d'abord de la lecture d'un journal intime trouvé par un troisième livreur, concierge Bivorne, vers, évidemment, cette invasion par ce texte-là. Donc le vrai intérêt du livre, selon moi, il est dans cette espèce d'itinéraire sous-jacent, qui n'est plus l'itinéraire des livreurs qui n'arrivent pas à livrer, mais qui est l'itinéraire d'un texte homogène qui n'arrive pas à aboutir, car il est contaminé par une hétérogénéité externe qui est celle d'un autre texte. Et en ce sens-là, d'ailleurs, c'est très Robert Pinget. Alors certes, je suis pas mal obsédé par Robert Pinget en ce moment, mais il y a là éventuellement une analogie, sinon quand on lit ça, on se dit « Ah, tiens, c'est le petit-neveu de Robert Pinget », en le lisant, on ne se rend compte d'aucune forme d'analogie ou de parenté avec l'œuvre de Robert Pinget. Mais il y a cet aspect-là, il y a cet aspect dualité des narrateurs, conflit de narration, conflit de récit, conflit d'interprétation, qui n'est pas si loin que cela de l'œuvre de Robert Pinget. Allez, je lis un extrait. Vers la fin, page 166. Samedi 24 octobre, matin, j'ai bien dormi, pas de monstre dans mon cauchemar. Ni l'alligator, ni la femme serpent, c'était un petit cauchemar. Il est prenant mon carnet, n'est-ce pas? Biv a fini de compter les taches de fioul. Pas mal, t'es prêt à charger la tulipe? C'est pas Talmon qui va nous aider. Oui, ils sont occupés. Il est en train de la baiser à quatre pattes derrière la bibliothèque, si on te demande, en lui claquant les fesses. J'espère que ça lui fait pas trop mal. Bon, chargeons cette putain de tulipe, ce sera fait et après on y va. Biv ne bronche pas, on sort, il saute dans le camion et le gare en un tournement devant le quai de chargement. On accroche les poulies, tend les cordes, la caisse coulisse sur une dizaine de mètres directement dans le T520. Presque trop facile. Trop rapide, Maybelline n'aura pas fini de... On l'entend couiner comme un raton laveur, pendant que l'autre braie comme un ânon. Pas collégial de nous imposer ça. Biv semble m'interroger du regard. On dirait un chien dans un tableau du XVIIe siècle. On a envie de lui donner des croquettes et de partir à la chasse à courre. Qu'est-ce que t'as, Biv? Rien. Mais si tu comptes te pendre, je tiens volontiers la chaise. Donne le carnet si tu ne lis pas.
les collègues n'ont pas fini leur coït industriel tentant, c'est quelle race des sons pareils, pourvu que ça lui fasse pas mal de geindre comme ça. Attends, je vais voir où ils en sont. Voilà, page 166 et 167 de Tulipe Blues, qui vient de paraître aux éditions Louise Bottu. Pour l'acheter, vous le commandez à votre libraire ou vous allez directement sur le site des éditions Louise Bottu. Il y a une page spéciale pour commander les livres. Dernier livre de la pile pour aujourd'hui. Et à bientôt, bien sûr. Je n'ai pas du tout respecté ce que je m'étais une fois de plus promis, qui est de ne parler que 3 ou 4 minutes en moyenne des livres. C'est une vidéo de plus d'une demi-heure pour 6 ou 7 livres seulement. Bon, c'est comme ça. Je parle trop longtemps, je ne sais pas faire court. Bah, vous avez qu'à lire, regarder en accéléré, ou ne pas regarder du tout, je ne sais pas. Allez, ciao!